Je dis que ce soit le mythe, la magie et la religion qui ont servi. Et vous allez voir que l'introduction de la science sur la scène du monde va être caractérisée par quoi? C'est que la science va introduire la raison. La science va introduire le rationalisme. La science va introduire effectivement ce qu'il est convenu d'appeler la démonstration et l'explication. C'est pourquoi ces premières formes d'approche du réel ont été considérées comme étant des obstacles épistémologiques qui ont même retardé l'avènement de la science. Donc si la science a tardé effectivement à voir le jour, c'est parce que l'homme s'est longtemps servi de ces premières formes d'approche du réel qui ont plus créé de l'illusion que de la vérité. Donc la science se distingue, comme le dit Michel Henry. La science se distingue par quoi? Par le fait que la science se sert effectivement de la raison. C'est pourquoi le premier principe, le premier critère qu'il faut retenir de la science, c'est que la science est rationnelle. La science est rationnelle. 2 plus 2 égale rationnellement 4. Si je me trompe, le prof de maths peut me rectifier. On ne peut pas dire que, quel que soit x, il existe toujours un nombre x plus 1 qui est, Inch'Allah, le suivant de x. On ne peut pas dire que 3 plus 4, Inch'Allah, égale. On ne peut pas le dire. Donc là où dans la religion, ou bien dans le mythe, ou bien en magie, on fait appel à des croyances, à des êtres surnaturels, la science, elle fait appel à la raison et uniquement à la raison. C'est pourquoi il faut retenir d'abord que si la science se distingue des premières formes d'approche du réel, c'est parce que la science, elle est rationnelle. C'est parce que la science, elle est critique. C'est parce que la science, elle est effectivement, et repose sur le principe de l'explication rationnelle. Mais la rationalité ne suffit pas pour déterminer la science. Sinon, la philosophie serait également une science, parce qu'elle est rationnelle. Mais on dit souvent que ce qui caractérise fondamentalement la science, c'est son principe d'objectivité. L'objectivité, c'est ce qui caractérise la science. Par objectivité, on entend l'impartialité dans l'explication, l'impartialité dans la démonstration. Celui qui fait de la science ne doit pas faire intervenir ses émotions, ne doit pas faire intervenir ses croyances, ne doit pas faire intervenir sa personne. C'est ce qui caractérise la science. Le scientifique doit dire les choses telles qu'elles sont et non telles qu'il voudrait qu'elles soient. C'est ça l'objectivité, qui repose sur le principe de la neutralité axiologique. Donc le scientifique aborde la réalité en faisant fi de ses sentiments, en faisant fi de ses émotions. Il ne doit dire les choses que telles qu'elles sont. Il ne doit pas faire intervenir ses considérations politiques, ni ses considérations philosophiques, ni ses considérations métaphysiques. Parce que en science, c'est l'objet qui doit parler. Et il doit parler seul. Et c'est parce que la science est objective qu'elle est effectivement universelle. Et l'universalité de la science repose entièrement sur son principe d'objectivité. C'est parce que je suis objectif que le résultat auquel je parviens, c'est un résultat qui s'impose à tous. C'est ça qu'on appelle l'universalité. Donc, si la science est née, c'est parce que la science est née du fait de la puissance de ses démonstrations, du fait de ces principes que sont l'universalité, que sont l'objectivité, que sont la rationalité. Mais une fois que l'on aura dit cela, comment comprendre la vérité scientifique? Est-ce qu'il y a une seule vérité scientifique ou bien est-ce qu'il y a plusieurs vérités scientifiques? D'abord, quand on se situe dans le domaine des sciences mathématiques, dans le domaine des sciences logiques, là-bas, la vérité n'est pas une vérité concrète, c'est une vérité abstraite. Parce que dans les sciences logico-formelles, là, on n'a pas affaire à des êtres concrets, on n'a pas affaire à des arbres, on a affaire à des figures et des nombres. On a affaire à des X, des Z, on a affaire à des 1 et des 4. Et rien n'est plus abstrait que les êtres mathématiques. Rien n'est plus abstrait que les objets mathématiques. C'est parce que ces objets sont abstraits qu'on a dit que la vérité, je dis, la vérité dans les mathématiques se caractérise par l'adéquation de la pensée avec elle-même.
En mathématiques, la vérité se définit par l'adéquation de la pensée avec elle-même. Parce que en mathématiques, les êtres mathématiques sont des êtres qui sont purement abstraits. Parce que dès qu'on représente un point sur un tableau, ce n'est plus le point. On n'a jamais vu point. Point, c'est un point, Archimède disait que le point, c'est ce qui n'a pas de grandeur. En mathématiques, les triangles, les rectangles là que vous voyez sur les tableaux ne sont pas des réalités vraies. C'est faux. On parle de représentation. Un prof de maths ne peut pas se permettre de dire que voilà en fait le triangle en tant que tel, mais il ne fait que représenter le triangle. Représenter. Ce qui trace, c'est une représentation. C'est une copie. C'est en fait, ce n'est pas l'original, mais c'est tout simplement un modèle. C'est pourquoi il faudra effectivement prendre considérablement en compte l'aspect abstrait des sciences logico-mathématiques. Même si effectivement, il y a, je ne sais pas, l'année d'avant, on avait donné un sujet assez corsé en disant que les objets mathématiques sont irréels. Mais ça, vraiment, un élève qui n'a pas fait un cours épistémologique extrêmement technique ne peut pas prendre en charge cela. Parce que pour répondre à cela, il faudra partir effectivement des rationalistes, des platoniciens. C'est Platon qui disait que les objets mathématiques sont réels. Et les empiristes disent même que les objets mathématiques ne sont pas réels. Les objets mathématiques ne sont que tout simplement des représentations, mais des représentations qui s'appuient sur des réalités expérimentales. Mais bon, c'était une chose assez compliquée. Maintenant, à part ces sciences logico-mathématiques, il y a les sciences expérimentales, que vous connaissez tous. C'est la physique, la chimie, l'astronomie, la biologie. Ce sont les sciences qui portent sur des faits naturels, sur des réalités naturelles. Et ces sciences se caractérisent par la méthode expérimentale. Et leur vérité, j'avais dit les sciences mathématiques, leur vérité signifie l'adéquation de la pensée avec elle-même. Dans les sciences naturelles expérimentales, la vérité signifie l'adéquation de la pensée avec la réalité. Quand je dis l'eau bout à 100 degrés, il faut voir que si je fais bouillir, ça va accéder à 100 degrés. Ou bien, il faut toujours valider cela. Et ces sciences expérimentales reposent sur le principe suivant lequel il faut d'abord partir de l'observation des faits. Et à partir de cette observation, il faut dégager une hypothèse. Et à partir de cette hypothèse, il faut passer effectivement à la vérification ou bien à l'expérimentation. Une fois que la théorie reflète effectivement la réalité, alors là, on définit ce qu'on appelle une loi scientifique. Une loi scientifique, ce n'est rien d'autre que le rapport constant entre deux phénomènes. Mais ce n'est pas cela qui va nous intéresser dans les sciences naturelles. Ce qui va précisément nous intéresser, c'est que dans ces sciences-là, la vérité n'est jamais stable. Il faut bien retenir cela, surtout les élèves de S. Dans les sciences expérimentales, la vérité n'est jamais stable. Parce que dans ces sciences-là, il y a toujours ce qu'il est convenu d'appeler l'erreur qui accompagne la vérité scientifique, comme le dit Bachelard. Bachelard dit que la science progresse et avance par erreur et par rectification. Autrement dit, que ce soit en physique ou bien en astronomie, la vérité à laquelle on parvient, ce n'est pas une vérité entièrement indiscutable. C'est tout simplement une vérité provisoire, pour reprendre Karl Popper. Parce que Karl Popper dit qu'il n'y a pas une vérité scientifique qui puisse effectivement résister à la falsification. Il dit qu'au lieu de chercher à valider nos vérités, il faut chercher à les falsifier. Le faillibilisme. Même si on falsifie la vérité et que la vérité, cette vérité résiste, il faudra parler plutôt de vérisimilitude. Vérisimilitude et non jamais de vérité définitive. Parce qu'en science, les vérités d'aujourd'hui sont des erreurs de demain. Donc il n'y a pas effectivement de vérité absolue en science. Peut-être une occasion ici de rappeler que à chaque fois que l'on parle de vérité, à chaque fois que l'on parle de connaissance, d'aucuns disent que la science est la référence, la science est le domaine, la science est le cadre naturel de la vérité. La science, quand la science n'homologue pas une vérité, cette vérité n'est pas une vérité. Alors on se trompe de vie, parce que la science n'a pas le monopole de la vérité. Attention. Toutes les vérités ne peuvent pas être prises en charge par la science. La science ne règle pas tous les problèmes de l'humanité. À côté de la science, il y a la philosophie. À côté de la science, il y a la religion. À côté de la science, il y a l'art. Et parfois, l'art
la philosophie et la religion peuvent aider l'homme à régler des problèmes que la science ne peut pas régler. C'est pourquoi il ne faut pas tomber dans le scientisme consistant à considérer que la science détient la clé du bonheur de l'humanité. Donc les vérités scientifiques ne sont pas des vérités absolues, ne sont pas des vérités indiscutables. Pourquoi? Parce qu'en science, il y a ce qu'on appelle le principe de l'erreur, il y a le principe de l'imperfection. Parce que la science est une affaire humaine. Et en tant que tel, le scientifique se trompe, la science se trompe. Mais c'est parce que la science se trompe que la science progresse. L'erreur ici, l'imperfection ici n'est pas un mal, mais c'est ça qui fait la vertu de la science. Il faut bien retenir ça. Que le scientifique se trompe, cela n'est pas effectivement quelque chose qui relève du mal, mais c'est quelque chose qui relève même de l'état normal même de la science et de l'état normal même effectivement des principes de la science et de la raison scientifique. Maintenant, après les sciences expérimentales, il y a effectivement les sciences molles, ou bien même les moyennes sciences qu'on appelle les sciences sociales. C'est la sociologie, c'est l'histoire, c'est l'anthropologie, c'est l'ethnologie, c'est la psychologie. Ces sciences-là, il y a beaucoup qui doutent de leur nom de science parce que simplement ce sont des sciences qui portent sur des réalités humaines. Or, les réalités humaines, on le sait tous, ce sont des réalités complexes. Vous entreprenez de faire des enquêtes dans un village, vous entrez dans une maison, vous répertoriez le nombre de personnes, vous avez 10, vous entrez dans une autre maison, vous avez 10, vous avez 20, et la nuit, vous amenez ces résultats, et certainement, entre-temps, quelqu'un s'est déplacé vers Dakar, on va également le compter là-bas, ou bien quelqu'un est peut-être décédé. Ça veut dire que les vérités auxquelles on parvient dans les sciences sociales ne sont pas des vérités fiables. Ne sont pas des vérités, effectivement, qui sont véritablement scientifiques. Pourquoi? Parce qu'ici, le sujet est en même temps objet. C'est l'homme qui s'étudie lui-même. C'est pourquoi on parle de subjectivité dans les sciences sociales. C'est pourquoi on considère qu'un historien ne peut pas à 100% être objectif. Est-ce qu'un historien d'un peut entièrement se détacher de son travail et étudier effectivement l'histoire d'un en toute impartialité et en toute neutralité? Il ne peut pas. Parce que lui-même, il fait partie de cette histoire-là. C'est pourquoi les sciences sociales rencontrent d'énormes difficultés pour parvenir effectivement à une vérité objective et à une vérité universelle. Je termine sur effectivement les rapports entre science et technique. D'habitude, il y a beaucoup d'élèves qui confondent science et technique. Il faut savoir que la technique a précédé la science. Il faut savoir que la technique est venue avant la science. Je l'ai dit à l'entame de mon propos quand je faisais référence à Bergson, qui disait que l'homme est d'abord homo faber avant d'être homo sapiens. La technique est venue avec l'homme. La technique est née avec l'homme. Je l'ai dit tout à l'heure parce que l'homme, pour pouvoir survivre, il a besoin d'être un technicien. Mais la technique dont on parle ici n'a rien à voir avec la technique d'aujourd'hui qui est modernisée. On parle de la technique archaïque. La technique au sens de l'action de transformer, action de faire, a précédé la science. Et vous verrez ici très bien que si on vous demande quelle est la différence entre la technique et la science, vous allez dire que la technique est utilitaire, la technique est de l'ordre pratique, alors que la science est théorique. Et attention, la science au sens originel du terme, la science au sens ancien du terme ne sert absolument à rien. Avant-hier, je voyais un peu un sujet, je ne sais pas c'était de quelle année, qui disait que le premier résultat escompté du savant, c'est de comprendre uniquement pour comprendre. Attention. La science ne sert à rien au sens originel du terme. Il faut bien ajouter ça. La science est purement théorique. Les premiers savants n'ont pas inventé la science pour une quelconque utilité. Les premiers savants ont inventé la science pour tout simplement satisfaire leur curiosité intellectuelle. D'ailleurs même, en Grèce antique, ceux qui faisaient de la science, c'était les nobles. C'était des moments de loisirs. C'était des moments de loisirs. Donc la science au sens premier du terme est inutile et ne sert absolument à rien et elle est entièrement théorique. C'est pourquoi on dit souvent que la technique vient avant la science. Et la technique est utile alors que la science est inutile.
Mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dire que la technique se trouve d'une part et la science d'autre part. Les deux vont ensemble et fusionnent pour devenir technoscience. Technoscience. La technique ne peut plus s'aventurer dans l'archaïsme. On ne peut plus se permettre de construire des maisons sans prendre en compte des données mathématiques. La science, elle aussi, ne peut plus également se permettre d'être tout simplement théorique. Parce que Descartes l'a rappelé, Descartes l'a dit. L'homme doit être maître et possesseur de la nature par la science. Donc, la science aujourd'hui devient technoscience et la technique devient scientifique et technique. Donc, les deux fusionnent pour tout simplement contribuer à construire un monde meilleur, pour contribuer tout simplement à améliorer les conditions de vie de l'homme. J'en ai parlé tout à l'heure quand je parlais effectivement de philosophie et sciences, mais cette fusion-là ne doit pas mener tout simplement à une destruction de notre vie, ne doit mener tout simplement à une destruction tout simplement de la vie de l'homme. D'où il faut concilier cette fusion technique-science par la morale, d'où effectivement science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je termine rapidement sur l'esthétique. En commençant d'abord par faire une différence. Que quand on parle de l'art, de l'esthétique, évidemment, nous sommes dans le domaine du beau, nous sommes dans le domaine de l'émotion, nous sommes dans le domaine de la sensibilité, nous sommes dans le domaine des beaux-arts. Mais le premier problème qui se pose à l'élève, c'est quoi l'art? Qu'est-ce que l'art? Comment identifier l'art? Comment distinguer l'art par rapport à ce qu'il n'est pas? D'habitude, pour définir l'art, on ne peut pas dire exactement ce qu'est l'art, parce que si on définit l'art par le beau, on peut dire, mais attention, aussi la technique également, on fait de belles choses. Si on définit l'art par la liberté, on peut également convaincre d'autres par la liberté. Mais il faut reconnaître tout simplement que pour définir l'art, il faut partir effectivement de la technique. Pourquoi? Parce que c'est en opposant l'art et la technique, c'est en opposant l'artiste et l'artisan qu'on peut effectivement comprendre le contenu de l'art. Et pour faire cette opposition, il faut partir effectivement du principe selon lequel, dans l'activité technique, il y a d'abord le principe de se conformer à un certain nombre de règles. Dans l'activité technique, il y a d'abord l'exigence de suivre effectivement des règles, de suivre une technique pour parvenir à un résultat jugé utile. Dans le domaine de la technique, vous savez très bien que ce soit le menuisier ou bien que ce soit le tailleur, il a d'abord une idée en tête avant effectivement d'exécuter cette idée-là qui va donner un certain nombre d'objets qu'on peut multiplier. Prenez l'exemple des tables bancs. C'est un objet technique. Mais cet objet a d'abord été conçu théoriquement dans la tête du menuisier. Et en fabriquant cet objet-là, le menuisier peut le multiplier à l'infini. Donc vous avez remarqué ici, chers élèves, que ce qui caractérise l'art, c'est quoi? Ce qui caractérise l'art, c'est effectivement sa capacité à fabriquer des choses originales, mais également exemplaires. Original, c'est que l'œuvre d'art, c'est une œuvre unique. L'œuvre d'art, effectivement, est une œuvre originale. L'œuvre d'art repose entièrement sur la liberté. Là où, effectivement, là où le technicien, ou bien là où l'artisan obéit à des règles strictes, l'artiste, lui, n'obéit à aucune règle stricte. C'est pourquoi je dis souvent que l'art est une activité libre. L'art est une activité libre à laquelle on s'adonne librement pour produire des œuvres belles. Mais aussi, ce n'est pas seulement la liberté, l'originalité et l'exemplarité qui fait également l'art. Ce qui fait surtout l'art, c'est également aussi l'imprévisibilité. Et il faut bien noter ça. L'imprévisibilité. Tout est prévisible dans l'activité technique. Mais tout est imprévisible dans l'activité artistique. L'artiste, vous ne pouvez jamais deviner, quand il crée, vous ne pouvez jamais deviner
son résultat final. Même l'artiste, lui, quand il crée une œuvre, il ne peut même pas effectivement anticiper sur le résultat. Il est autant étonné que le public du résultat tout simplement de son œuvre. C'est ça qu'on appelle l'imprévisibilité de l'œuvre d'art. Et Alain le montre très bien dans son texte-là, en disant que dans l'artisanat, c'est l'idée qui vient et précède l'œuvre, mais dans l'art, c'est l'œuvre qui précède l'idée. Autrement dit, il faut que l'œuvre naisse, existe, pour qu'on puisse tout simplement la nommer. C'est pourquoi à la question de savoir, finalement, est-ce que l'art est-il une affaire de travail ou d'inspiration? Deux réponses se posent. D'abord, on fait de l'art une affaire mystérieuse. On dit que l'art est une affaire mystérieuse. Que l'artiste dispose d'un don naturel. C'est-à-dire d'où viennent les idées de l'artiste. Les idées de l'artiste, selon Platon, viennent tout simplement des dieux. Platon dit que l'artiste est l'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Parce qu'il dit que l'artiste tire son inspiration, tire effectivement ses idées, tire effectivement ses connaissances, non pas de la vie normale des hommes, mais effectivement des dieux. C'est pourquoi un auteur comme Emmanuel Kant parle du génie comme étant un don naturel. Il dit que l'artiste ne peut même pas maîtriser son art. Pourquoi? Parce que l'art est une affaire effectivement des dieux, l'art est une affaire mystérieuse. C'est pourquoi à la question de savoir, l'œuvre d'art provient-elle du travail ou de l'inspiration? Quand on va dire que l'œuvre d'art vient entièrement de l'inspiration et du génie. Que l'artiste se réveille et quand il est inspiré, il crée automatiquement une chose extraordinaire et exemplaire. Ça veut dire que l'artiste ne fournit aucun effort quand il fabrique. L'artiste ne fournit aucun effort quand il crée. C'est ça qu'on appelle l'art comme inspiration. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre pourquoi on dit que dans l'art, il n'y a pas de règles. Dans l'art, il y a plus d'inspiration, il y a plus de révélations, il y a plus de choses mystérieuses. Mais Nietzsche, le philosophe le plus terrible, comme l'appelait mon prof Sec, Nietzsche disait souvent que il n'y a pas d'inspiration sans travail. Il n'y a pas de génie sans labeur. Il considère que si l'art était affaire d'inspiration, mais pourquoi les artistes font des répétitions? Mais pourquoi les artistes travaillent? Mais pourquoi les artistes sont fatigués? Pourquoi l'artiste, vous le trouvez en pleine transpiration? J'ai un ami à l'université qui s'est spécialisé dans la littérature française, précisément sur Flaubert. Il nous disait que un jour, Flaubert s'est levé 4 heures du matin. Il dormait. Et 4 heures du matin, il s'est levé pour aller dans son bureau, s'asseoir, ouvrir de ses manuscrits et déplacer une virgule pour retourner dormir. Que Flaubert s'est réveillé 4 heures du matin pour seulement déplacer une virgule pour retourner dormir. C'est pour tout simplement dire tout le poids. C'est pour tout simplement dire toute la souffrance pour arriver à une création, pour arriver effectivement à créer une œuvre d'art. Donc l'art n'est pas affaire d'inspiration forcément. L'art n'est pas affaire de génie. Même si l'artiste a un don naturel, mais l'artiste effectivement doit travailler ce don-là. C'est pourquoi là où d'aucuns disent que l'art c'est 1% de transpiration et 99% d'inspiration, il faut plutôt considérer que l'art est 50% d'inspiration et 50% de transpiration. L'art est le résultat d'inspiration et de transpiration. L'art est le résultat de travail, mais également du génie. L'artiste ne peut pas effectivement se permettre de créer sans pour autant fournir beaucoup d'efforts, mais pour créer également, il faut aussi disposer d'un don naturel, parce que c'est seulement à travers ce don naturel-là que l'artiste peut arriver à fabriquer ou bien à construire une œuvre d'art exemplaire, une œuvre d'art unique. C'est ça en fait quelques caractéristiques qu'on pourrait effectivement donner de l'art. Mais cela dit, l'art entretient une relation complexe avec la réalité. Parce que quand on parle de la réalité, on fait allusion
à l'environnement qui nous entoure, aux beaux paysages qui nous entourent. Et l'homme, puisque l'homme est sensible à la beauté naturelle, puisque l'homme effectivement est sensible aux beaux paysages, l'homme effectivement aime représenter ces beaux paysages, l'homme aime représenter la réalité sur des tableaux d'art qu'il a tendance à accrocher sur des murs ou bien sur son salon. Donc c'est dans ce sens qu'il faut comprendre pourquoi on dit que l'art est imitation de la nature. Que l'artiste imite la réalité telle qu'elle est, que l'artiste reproduit la réalité telle qu'elle est. Et des courants littéraires tels que le réalisme, le naturalisme ne disent pas autre chose que cela. Quand vous lisez Le Rouge et le Noir de Stendhal, livre dans lequel il dit que le roman est un miroir, c'est pour tout simplement insister sur le fait que l'art est une représentation fidèle de la réalité. Que le vrai artiste, c'est celui qui, à travers son œuvre, la réalité puisse tout simplement se refléter. Mais autre chose beaucoup plus fondamentale, c'est que l'art comme imitation de la nature se défend. Parce que l'art comme imitation de la nature peut, dans une certaine mesure, permettre à l'homme de lutter contre la mort comme effacement de tout. L'art nous permet de résister face à la mort. Comment? Parce qu'à travers une imitation fidèle de la réalité, l'artiste peut fixer des événements qui sont appelés à disparaître. André Malraux disait que les musées sont des lieux qui échappent à la mort. Parce que dans les musées, vous trouvez des objets qui datent depuis des siècles. Or, à travers l'art, on peut effectivement immortaliser, à travers l'art, on peut effectivement lutter contre la mort. C'est pourquoi il dit que l'art est anti-destin, l'art comme anti-destin. Vous voyez un peu comment l'art comme imitation est important. Mais l'art comme imitation également a fait des dégâts, et des dégâts énormes. Et je prends souvent l'exemple de ces deux grands peintres grecs qui ont été invités pour voir comment ils peuvent tromper les hommes. Deux peintres grecs ont été invités dans une compétition pour voir qui, l'un parmi les deux, va tromper les hommes. Le premier, c'était Zeuxis. Et le deuxième s'appelle Parasios. Zeuxis arrive à peindre des raisins tellement vrais, tellement naturels, que des pigeons venaient les picorer et tomber raides, en croyant qu'effectivement c'était de vrais raisins. Même si une partie du public avait applaudi en disant que vraiment, Zeuxis est fort. Qui a pu tromper effectivement les pigeons. Et à côté, puisqu'il y avait Parasios, l'autre peintre grec, le plus grand des trompeurs, on lui dit: Parasios, avance votre tableau et enlève ton rideau pour qu'on puisse voir votre œuvre. Et Parasios dit que mes rideaux sont mes œuvres. Et les gens ont applaudi en donnant la victoire à Parasios. Et Platon s'insurge et se lève pour dire: attention, parce que l'art, en trompant effectivement les hommes, l'art éloigne également les hommes de la vérité. C'est pourquoi Platon condamne l'art et dit même que les artistes doivent quitter la cité idéale. Parce que l'art ne rapproche pas de la réalité. L'art est source d'illusion. L'art est source de terreur. Donc, l'art, en imitant la nature, ne nous apporte rien du tout. Mais à côté, Hegel nous dit que l'art doit être plutôt une création de la réalité, ou bien l'art doit être une recréation de la réalité. Je dis souvent que pour comprendre pourquoi l'art comme création de la nature, allez voir les boutiques des artistes. Vous ne verrez jamais devant une boutique où on met imitation, ou bien fatu imitation. On met création, aide création, yili création, fallu création. C'est pour dire que l'artiste, effectivement, sa mission consiste à apporter de la nouveauté, à apporter du nouveau dans la réalité. L'œuvre d'art ne doit pas consister à imiter la réalité, mais l'œuvre d'art, s'il doit imiter la réalité, mais il ne doit pas imiter la réalité, mais il doit recréer, retransfigurer la réalité. Parce que les artistes également ont ce don de ne pas se reconnaître dans la réalité. L'artiste également a ce don de modifier la réalité telle qu'elle a été créée par Dieu. Et c'est ça qu'on appelle l'art comme transfiguration, ou bien l'art comme recréation de la réalité. Recréer pour tout simplement apporter de la nouveauté. Recréer pour permettre à l'homme de vivre dans un monde qui coïncide, ou bien dans un monde qui est compatible avec ses ambitions, mais également avec ses rêves.
Et c'est seulement dans la création ou bien dans la recréation que l'artiste peut se révéler libre, que l'artiste peut se révéler un véritable artiste. Parce que dans l'imitation, l'artiste, au lieu de gagner en art, mais l'artiste perd en art parce qu'il perd non seulement sa liberté, mais également il va se contenter de reprendre une réalité telle qu'elle est. C'est pourquoi quand Hegel dit qu'il n'y a aucune grandeur pour l'artiste à imiter la nature. C'est seulement dans la création que l'artiste peut parvenir à produire des œuvres belles. Mais alors, c'est quoi la beauté artistique en tant que telle? Est-ce que cette beauté artistique dépend de l'objet ou bien est-ce que cette beauté artistique dépend effectivement du regard? Est-ce que le beau est objectif ou bien est-ce que le beau est subjectif? Et là, vous avez les deux réponses. Quand vous dites que le beau est objectif, cela veut dire que la beauté ne dépend pas seulement de celui qui regarde, mais la beauté dépend de l'objet regardé. C'est l'objet regardé qui, en lui-même, a les caractéristiques de la beauté. Peut-être l'harmonie, peut-être la symétrie des formes. Donc, et dans ces conditions-là, on ne peut pas ne pas parvenir à un jugement universel du beau. Parce que l'objet en tant que tel est beau par l'harmonie des couleurs, par la symétrie des formes, mais également par son caractère désintéressé. Et quand on nous dit que le beau est ce qui plaît universellement sans concept, parce que tout simplement, on ne gagne rien, mais on ne perd également rien à dire que cet objet est beau. Quand on dit que le beau est ce qui plaît universellement sans concept, parce qu'on ne gagne rien et on ne perd rien en disant que cet objet est beau. Mais il est difficile de défendre ce point de vue, chers élèves. Parce que vouloir dire que le beau est universel et objectif, c'est effectivement vouloir faire de sorte que tout le monde ait la même sensibilité, tout le monde ait les mêmes émotions et les mêmes goûts. Alors vous savez tous que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. D'où la conception de David Hume qui dit tout simplement que le beau effectivement est purement relatif et que le beau est subjectif. On ne peut pas aimer la même musique. On ne peut pas aimer les mêmes tableaux d'art parce que les sensibilités et les émotions ne sont pas les mêmes. Autant les hommes sont différents, autant les appréciations par rapport à la beauté sont également aussi différentes. Donc on retiendra de ce point de vue que le beau est objectif. Si on considère que le beau dépend tout simplement de l'objet regardé, mais il faut que cet objet garde un certain nombre de principes par rapport à quoi? C'est que la symétrie des formes, mais également aussi l'harmonie des couleurs, mais aussi son caractère désintéressé. Mais d'autre part, le beau est subjectif parce que les goûts et les couleurs ne se discutent pas et que le beau est tout simplement relatif. Voilà en fait, voilà pour un peu terminer, au lieu de tirer encore en longueur, parce qu'il reste tout simplement à analyser les fonctions de l'art. Et je pense que vous l'avez suffisamment abordé en français, en montrant d'une part que l'art ne vise que le beau, que voilà, c'est le caractère désintéressé, et d'autre part que l'art peut être tout simplement engagement. En attendant quelques questions. Merci. Les applaudissements. Avant de démarrer la conférence, je vais prendre un engagement auprès de Mme Niane de ne rester que pour quelques minutes, parce qu'il y a des engagements ailleurs. Mais la passion que j'ai pour la discipline, je suis un passionné de philosophie. Et l'articulation de M. Bouk, articulation qu'il a tendance à faire entre le contenu pédagogique, le contenu du cours et la méthodologie. Parce qu'il a réglé à la fois, il a élucidé certaines notions du programme, tout en s'appuyant des fois sur un sujet à partir duquel il va permettre aux élèves, quand par rapport à un thème, on a un tel sujet, quelle est la démarche qu'il faut adopter pour prendre en charge également cette problématique. Ça, c'est important. Et vous l'applaudissez encore également pour ça. Moi, j'ai pris ma retraite philosophique pour m'enfermer dans le carcan de l'administration. Cette liberté de pensée que j'avais au départ, je l'ai perdue.
mais il a eu à réveiller en moi quelques souvenirs. Il a commencé d'abord à poser la question que naturellement qu'on doit se poser à chaque fois qu'on entame un cours de philosophie, la question très complexe à savoir qu'est-ce que la philosophie. Dans son intervention, il a soulevé le caractère complexe de la question à laquelle on tente de répondre et jusqu'à présent, on ne parvient pas à donner à cette question une définition unanime et univoque. Unanime, c'est une question, une réponse autour de laquelle tout le monde serait d'accord. Univoque, une question qui a un sens et un seul. Il a fait allusion, pour illustrer ses pensées, ses propos, à convoquer le penseur qui assimile la philosophie à un champ de bataille, où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. De Georges Bataille. Il a eu également à faire allusion à la pensée de Kant, qui dit que le vœu secret de toute philosophie, aucune philosophie ne peut mettre fin à la philosophie, bien que ce soit le vœu secret de toute philosophie. Mais cette impossibilité de donner une définition, et une seule définition de la philosophie, doivent-elles nous permettre de renoncer à la philosophie? Et là, il a répondu à la question. Cela ne nous donne pas le droit de renoncer à la philosophie parce qu'on veut avoir une idée de ce qu'elle est. Avoir une idée de ce qu'elle est pour d'abord la connaître, mais pour la distinguer de ce qu'elle n'est pas. Qu'est-ce que la philosophie? Et je pense que dans son intervention, il nous a fait comprendre, et il a même eu à convoquer le philosophe béninois du nom de Paul Ntungi, qui dit, je le cite, la philosophie n'est pas un système. Si on n'entend pas le système, un ensemble de vérités dernières indépassable. En ce sens-là, il n'y a pas de philosophie. La philosophie n'est pas un système. Mais il n'existe de philosophie que sous la forme d'une discussion, comme un débat contradictoire. Donc cela nous permet de comprendre, après avoir compris qu'elle est amour de la sagesse, elle est quête du savoir, elle est quête de la vérité. Après, il nous a montré que la philosophie, elle est quête de sagesse, mais toutes les sagesses ne sont pas philosophiques. Elle est quête de la vérité, mais toute vérité n'est pas forcément une vérité philosophique. Ainsi, il nous a permis de décliner l'identité de la philosophie et de tracer la frontière entre ce qui relève de la philosophie et ce qui ne relève pas de la philosophie. Ce qui relève de la philosophie, on l'a dit, elle ne peut évoluer que là où il y a une discussion. Tant qu'il n'y a pas de débat contradictoire, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de philosophie. En ce sens-là, vous comprenez qu'elle est différente du mythe. Parce que dans le mythe, il n'y a pas de débat, on a affaire à des vérités absolues. Dans la religion, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de contradiction. Les vérités sont des vérités purement dogmatiques, c'est des vérités absolues. Et la discipline qui se rapproche un peu de la philosophie, c'est la science, qui partage avec la philosophie ce qu'on appelle le fondement, le principe, c'est-à-dire le principe de la raison. Donc, en ce sens-là, en parlant de philosophie et de la science, il nous a montré ce qui relève aussi de la science et ce qui distingue la philosophie même de la science. Pour comprendre la notion de science, il va falloir comprendre trois notions qu'il a évoquées.
le rationalisme, et la science, elle est rationnelle, elle est objective, et cette objectivité-là lui permet également de revendiquer une universalité. En philosophie, le fondement, c'est la raison, mais il y a une forte dose de subjectivité qui caractérise la philosophie. Ce qui fait que les philosophes ne sont d'accord que sur le propre désaccord. Dans la science, on s'accorde. Il y a ce qu'on appelle un consensus. En philosophie, ce consensus est quasi inexistant. Et ainsi, il a eu à traverser le domaine 1. Par la suite, il a abordé la vie sociale. C'est toujours le philosophe qui porte un regard, qui réfléchit également dans la vie sur la vie sociale. Évoquer la nature et la culture, est-ce que si on les oppose, ça nous permet de mieux comprendre l'autre? Et là, il a eu à travers un sujet qui a été proposé au bac technique, à montrer que si on oppose nature et culture, ça peut nous permettre de comprendre l'homme. Mais les opposer également est quelque chose qui est difficile à faire. Et pourquoi, fondamentalement, on ne peut pas voir une complémentarité entre l'homme et la nature et la culture pour mieux comprendre l'homme? Là également, il a eu à l'évoquer. Il a parlé aussi d'individus et de société. Là, je pense que, parlant de l'individu, Aristote, ce qu'il a dit, c'est très clair. Il dit que l'homme est un animal politique. L'homme ne peut vivre que dans la société. Celui qui vit dans la société, soit il est une bête ou bien un dieu. Pour montrer également que ce rapport de complémentarité qui existe entre individu et société, et on a vu le rôle, et il a eu à l'évoquer, très important que la société joue par rapport à l'individu. C'est souvent, on dit que c'est la société qui fait de l'homme ce qu'il est. Il a eu à prendre en charge un problème très complexe que nous, les philosophes, souvent, c'est tellement complexe, des fois, on l'évite. C'est le thème de la conscience et de l'inconscient. Le terme conscience vient du latin cum scientia, qui signifie accompagner de savoir. Parler et savoir qu'on parle. Marcher et savoir qu'on est en train de marcher. Mais il peut arriver des fois qu'on parle et que ce qu'on nous dit échappe à notre conscience. Et là également, c'est notre inconscient qui agit sur nous. L'homme est-il toujours conscient? Non. Ceci également, c'est juste à travers les actes manqués et le lapsus. Il peut nous arriver à dire une chose et de la regretter. Je peux me permettre de donner un petit exemple, parce que tout simplement, ça m'est arrivé. J'ai eu à m'en prendre, en venir aux mains par rapport à un collègue qui est ici, M. Sen. Je pense que toute la communauté en parle. Mais lorsque j'ai ici, c'est mon inconscient également qui a dominé sur ma conscience. Parce qu'après le coup, qu'est-ce qui s'est arrivé? Je regrette. J'ai beaucoup de regrets d'avoir accompli un tel acte. Ça veut dire que nous ne sommes pas toujours conscients de ce qu'on fait. Ça m'arrive, ça peut arriver à tout être humain. Ce glissement-là qu'il a eu à faire, parce qu'il va falloir, pour mieux comprendre la liberté, souvent la mettre en rapport avec la conscience et l'inconscient. Ceux qui ont tendance à défendre
a dit que l'homme, il est totalement conscient. Étant conscient, il est responsable de ses actes. Et étant conscient et responsable des actes, il est entièrement libre parce que ses actes dépendent de sa volonté. Mais, est-ce que c'est pertinent de définir la liberté de l'homme à partir de la volonté, tout en sachant que cette volonté-là peut ne pas être totalement libre, peut subir également les influences extérieures. Liberté et déterminisme, liberté, que ce soit un déterminisme naturel, un déterminisme social ou bien un déterminisme psychologique. Mais en tout cas, on considère que l'homme ne peut pas être totalement libre parce qu'il est déterminé sur le plan social, sur le plan psychologique. Là, il a convoqué Freud pour également rejeter cette thèse. Il a convoqué également quelqu'un comme Spinoza qui dit que vraiment l'homme n'est pas un empire dans un empire, il ne vit pas isolément, il vit dans une société et qu'il y a une influence que la société exerce sur lui et qui détermine ses actes, ce qui fait qu'il ne peut pas être totalement libre. Contrairement à ces penseurs-là, d'autres disent que l'homme il est totalement libre du fait qu'il a le pouvoir de choisir, il est doté d'un libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité qu'a l'homme à se déterminer, à choisir sans y être influencé. Cette conception de la liberté, que nous qualifions comme une conception philosophique, une conception métaphysique même de la liberté, une liberté qu'on consacre même en prison. Comment un homme qui est en prison peut-il réclamer une liberté exacte? De quelle liberté il s'agit? Comment quelqu'un qui est enfermé, à l'image, c'est un peu pour paraphraser cette pensée de Jean-Paul Sartre, jamais la France n'a été plus libre que sous l'occupation allemande. Comment un pays qui est occupé peut revendiquer une liberté? Mais si la liberté se réduit à la pensée, l'homme est toujours libre, et partout il est libre, même dans les fers. L'homme ne peut pas se séparer, ne peut pas se libérer de sa liberté. Comme le disait Bernard. L'homme ne peut pas se libérer, il est toujours libre. Parce qu'il est libre. Jean-Paul Sartre nous dit qu'il est condamné à être libre. Nous sommes condamnés à être libres. C'est une conception purement philosophique. Très abstraite même de la liberté. Et pourtant, tout le temps, les gens revendiquent cette liberté. Tout le temps, vous entendez les gens dire que moi, je suis libre. Totalement. Mais ce qui va le plus marquer, cette conception, autre conception qu'elle a dégagée de la liberté, qui renvoie à la conception politique de la liberté. Liberté et loi. Comment quelqu'un peut obéir tout en restant libre? L'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites et liberté de Jean-Jacques Rousseau. Pourquoi? Parce que dans la conception de Jean-Jacques Rousseau, obéir à la loi, c'est obéir à soi-même. Et obéir à soi, c'est être libre. Parce que dans la conception de Jean-Paul Sartre, il n'y a pas de différence entre moi et la loi. Parce que c'est nous qui avons produit les lois. C'est nous qui avons voté les lois. Si on est dans une démocratie, c'est à travers la représentation. Les députés là, ce ne sont pas les députés de qui que ce soit, ce sont les députés du peuple. Et qui parlent et agissent au nom du peuple. On sait que, de sorte que, s'ils votent une loi, cette loi-là, c'est notre loi. Parce que c'est nous qui avons choisi ces députés-là pour qu'ils représentent le peuple. Donc, par rapport à cela, il a eu à parler de l'État. Excuse-moi, je ne fais pas une synthèse sur une synthèse. Je fais que rappeler certains principes. Par rapport à liberté et État, vous voyez qu'on a tendance à vouloir les opposer. Mais certains considèrent que l'État est compatible à la liberté. Le cadre dans lequel la liberté peut s'exercer
c'est seulement dans l'État. Parce que c'est à travers, il a eu à le dire. Souvent, soit c'est un État dictatorial ou bien un État démocratique. À travers soit le prince ou bien le Léviathan, selon qu'on parle de Hobbes ou bien de Jean-Jacques Rousseau. Mais vous comprenez par là que la raison d'être de l'État, c'est de permettre à l'homme, fondamentalement, d'avoir un certain nombre de droits, d'avoir la liberté. Mais tous les penseurs ne le voient pas de la même manière. Les anarchistes considèrent que tout État, quelle que soit sa forme, est liberticide. Ça tue la liberté. Et que l'homme ne peut retrouver le bonheur que lorsqu'on supprime, je parle des anarchistes, lorsqu'on supprime systématiquement l'État. Les marxistes vont aborder dans le même sens, mais ils sont moins radicaux plutôt que les anarchistes. Et ils ont parlé de dépérissement, c'est un concept très important qu'il faut comprendre dans l'État. Ils ont parlé de dépérissement de l'État. Ça a une disparition progressive de l'État. On doit penser à faire disparaître l'État progressivement. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que l'État enterre les libertés. L'État est un immense cimetière où viennent s'entasser toutes les libertés de la vie individuelle. Donc, maintenant, là également, on a opposé ceux qui pensent que l'État est le garant des libertés et d'autres également qui pensent que l'État est une négation à la liberté. Il va falloir prendre une position par rapport à ça. La position, c'est quoi? L'État, quelle que soit sa forme, est une nécessité. Que faut-il préférer? L'absence de l'État à son existence. Et pour ne pas envisager un éventuel retour à l'état de nature, on considère que l'État est une nécessité. Mais on doit souhaiter, comme l'aurait souhaité Paul Valéry, à un État qui ne sera ni trop fort, ni trop faible. Parce que quand l'État est trop fort, il nous écrase. S'il est trop faible, nous périssons. Donc, mieux vaut avoir un État équilibré. Mais, quel que soit le cas, on a besoin de l'existence de l'État. Il a eu à parler de l'épistémologie, qui est une réflexion philosophique qui porte sur les sciences, sur la méthode, les objets, les résultats, les implications de la science. Il a expliqué également ce qui était à l'origine de ce qu'on appelle du retard que la science a accusé par rapport aux autres formes de savoir. Vous savez que la science est née tardivement, elle est née au XVIe siècle. Qu'est-ce qui est à l'origine également de ce retard? C'est dû également au fait qu'il y a les premières formes d'approche qui se sont appropriées de la vérité ou bien de certaines connaissances, et à un certain moment, la science s'est démarquée de ces formes de premières approches pour également revendiquer une certaine existence. Il a eu à parler aussi, toujours par rapport à la science, de ce qu'on appelle les obstacles épistémologiques. Il a eu également à montrer que il y a un problème, surtout au niveau des sciences humaines, qui pose la problématique de la scientificité de certaines sciences humaines. Parce que le principe d'objectivité qui caractérise la science souffre également dans les sciences humaines. Pourquoi? Parce que dans les sciences, dans les autres formes de science, il y a une démarcation entre celui qui fait la science et son objet, mais avec les sciences humaines, l'objet se confond également au sujet. Ce qui pose également un problème d'objectivité, poussant certains
à douter de la scientificité également de certaines sciences. Il a eu à évoquer, je pense que le domaine de l'esthétique, qui est le domaine de l'homme, ce qu'il a dit par rapport à cela, c'est très clair. Il a parlé du génie, de l'inspiration, cette conception qu'il faut comprendre. Il a parlé de la notion du beau. Qu'est-ce que le beau? Le beau est ce qui est dans la nature. Et est-ce qu'elle est objective, il est objectif ou bien subjectif? Parce que s'il est subjectif, ça dépend de celui également qui le dit. S'il est objectif, quand on dit que ça c'est un beau coucher de soleil, cela également donne au beau un caractère purement objectif. Parce que tout le monde également peut constater que le coucher du soleil est beau. Et de ce qu'il y a un caractère purement universel. Donc, il a opposé, il a fait une opposition entre ce qu'on appelle la beauté naturelle et la beauté artistique, avec les conceptions de Platon, bon, qui s'opposent également à d'autres conceptions, c'est ce qui disent que vraiment le beau, faire une œuvre d'art, c'est reprendre la nature telle qu'elle. D'autres disent que vraiment l'artiste n'a aucun mérite quand il reproduit la nature de manière identique. Donc l'art est dans la création, opposant aussi l'imitation et la création. Bon, ce qui reste, je pense que M. Mboup et nous ne sommes pas dans la même académie, mais les sujets de composition du second semestre dit que l'art est un remède aux mots, à nos mots. L'art est un remède à nos mots. Donc pour l'académie de Kaolack, là on peut être dans les fonctions. Est-ce que l'art a pour vocation d'être un remède? Ou bien est-ce qu'elle a une et une seule vocation? Est-ce qu'elle ne doit pas se limiter à sa seule fonction? Parce qu'il y en a qui résument et qui réduisent l'art à une et une seule fonction, qui est la fonction esthétique, soit belle et tais-toi. D'autres, surtout au niveau de l'art néo-africain, l'art peut être une œuvre d'art, peut certes être belle, mais elle peut également servir à autre chose. Là, je pense qu'il y a une opposition entre la conception de l'art et la conception des parnassiens, les défenseurs de l'art pour l'art, et l'art également qui aurait d'autres fonctions. Tout cela, je pense que c'est des éléments qui sont installés dans leur tête. Donc, pour cela, excusez-moi, c'est la philosophie qui me fait parler. Et la nostalgie que j'ai également par rapport à la lycée, et l'amour que je porte un amour fou également pour la philosophie, pour avoir consacré la majeure partie de ma vie pour cette discipline. Et je pense que M. Mboup, depuis la terminale jusqu'à son doctorat, sa passion principale, c'est la philosophie. Donc, c'est un très jeune à féliciter et à encourager. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Maintenant, il attend vos questions. Si vous posez des questions, vous pouvez prendre le micro et poser des questions. Il va essayer de répondre à cela. Maintenant, lui, il n'a pas la prétention de faire plus ou bien mieux que le prof que vous avez en classe. Parce que le programme, on ne peut pas le dérouler en moins de 2 heures. Mais c'est un peu pour vous permettre d'échanger, de vous permettre d'entendre ce que vous avez déjà entendu avec une autre voix. Je vous remercie.